On va prendre quelques secondes comme d'habitude pour se resituer. Donc on est toujours dans les roches sédimentaires. On a vu que dans ces roches sédimentaires, 4 grandes familles pouvaient être envisagées. On a parlé des 2 premières familles, les roches détritiques, avec une balade sédimentologique le long de la côte picarde. On a parlé aussi des roches chimiques ou évaporites, avec une balade au Grand Lac Salé. Et on a commencé à parler des roches biogéniques. Dans ces roches biogéniques, c'est-à-dire fabriquées par l'intervention d'organismes, on a déjà envisagé les roches carbonatées et on va parler maintenant des roches siliceuses et phosphatées. Alors il y a 3 types d'organismes seulement qui utilisent la silice, on va l'appeler la silice biogénique, pour fabriquer leurs tests ou squelettes. Ce sont les diatomées, des algues vertes, les radiolaires, des protozoaires, et les éponges qui fabriquent des spicules en SiO2. Alors, remarque importante, on peut trouver dans les roches détritiques des roches qui sont constituées à 100% de SiO2, les grès par exemple, mais il ne s'agit pas du tout de silice biogénique, ce sont des grains de quartz qui sont hérités du continent, avec les phénomènes d'altération, d'érosion, de transport et de dépôt. On parle bien ici de silice produite par des organismes. Alors les roches siliceuses, on peut les appeler aussi silicites, sont classées en 2 grandes familles. La première, c'est les silicites nodulaires, avec un exemple en bas à gauche. Elles sont bien connues, c'est celles dans lesquelles on classe par exemple les silex et les silicites lités. L'exemple en bas à droite vous montre en effet une nette stratification. Les silicites lités sont primaires et sont les équivalents des boues océaniques actuelles produites par l'accumulation au fond de l'océan des diatomées et des radiolaires. Voici une carte des fonds marins actuels avec différents types de sédiments qui sont représentés par des couleurs différentes. Ce qui nous intéresse ici, c'est le jaune. Alors on observe une bande jaune à peu près au niveau de l'équateur. Cette bande jaune correspond à des sédiments siliceux dus à l'accumulation de radiolaires. Et on a aussi 2 bandes jaunes, l'une en Arctique, l'autre en Antarctique, qui sont dues à l'accumulation de ces petites algues, les diatomées. Alors, puisque nous avons cette carte devant les yeux, on va voir à quoi correspondent les autres couleurs. En bleu clair, il s'agit de boues calcaires, et on a vu dans le chapitre sur les carbonates que les boues calcaires ne peuvent pas subsister sous une certaine profondeur qui correspond à la CCD. Donc sur cette carte, les zones bleues sont en fait les zones les moins profondes de l'océan. En orange, ce sont des sédiments terrigènes qui sont liés aux débouchés de grands fleuves comme le Gange ou le Brahmapoutre. Et en bleu foncé, ce sont des sédiments dits glaciomarins, c'est-à-dire amenés principalement par les glaciers et déposés en mer. Alors voilà des exemples de ces boues siliceuses. Ici, c'est une spiculite. Une spiculite, c'est une accumulation de spicules d'éponge. Alors à gauche, c'est en lumière naturelle, à droite, en lumière polarisée analysée. Idem ici pour une boue de radiolaire, donc qu'on va appeler radiolarite. Alors on voit très bien les petites formes sphériques et vous pouvez également
constater la présence de fines baguettes qui sont les épines des radiolaires. Alors, le troisième type d'accumulation de sédiments siliceux, ce sont les diatomites, et vous voyez un exemple de diatomite continentale, donc elle a été mise en place dans un lac avec même des feuilles fossiles. Alors les silicites nodulaires sont le résultat de la diagenèse. Donc ça résulte de la précipitation ou du remplacement du calcaire par de la silice biogénique dans des conditions géochimiques favorables. Donc ça se passe dans le sédiment. Et on va dire un ou deux mots de ces conditions favorables. Alors avant ça, quelle est la différence entre un silex et un chert? Eh bien, il n'y en a pas. Le silex et le chert, ce sont des concrétions de silice biogénique, mais qui diffèrent seulement par l'âge. Les cherts sont paléozoïques et les silex sont plus jeunes, en général mésozoïques, donc on les trouve dans la craie. Alors parlons un tout petit peu de ces conditions géochimiques. La solubilité de la silice varie peu entre des pH 2 et 9, donc dans des conditions neutres et acides, mais pour des pH très basiques, donc plus grands que 9, la solubilité augmente fortement. Et donc on peut passer à plusieurs milliers de parties par million. Ce qui signifie, puisque dans le cas des calcaires c'est l'inverse, le calcaire va se dissoudre, donc sa solubilité va augmenter en milieu acide, ça explique le comportement antagoniste de la silice et des carbonates au cours de la diagenèse. Et c'est ce phénomène qui explique un des 4 types de processus diagénétiques, c'est-à-dire le remplacement du calcaire par la silice. Une fois que la silice biogénique a été dissoute, si les conditions d'acidité changent dans le sédiment, elle peut précipiter. Alors elle peut précipiter sous 4 formes. Du microquartz, ce sont de tout petits cristaux de quartz qui ne sont visibles qu'au microscope. En général, ça correspond à des solutions très saturées. Du mégaquartz, ce sont des cristaux plus grands et qui correspondent à des solutions diluées. Et alors, on a aussi 2 formes très intéressantes, bien connues. Ce sont les chalcédoines en cristaux fibreux et l'opale. L'opale, c'est une forme amorphe et hydratée de la silice. Donc amorphe veut dire qu'elle n'est pas cristallisée. Il s'agit d'une forme qui, en plus, est métastable, c'est-à-dire que son abondance va diminuer au cours du temps, au cours des temps géologiques. Et elle va se transformer finalement en chalcédoine et quartz. Donc vous ne trouverez pas d'opale plus ancienne que le Cénozoïque. Alors voilà des exemples. D'abord une chalcédoine en haut à gauche, avec d'abord un encroûtement centripète et puis un remplissage sous forme de fines lamines dans le fond de la cavité. Et puis en bas à droite, vous avez 2 exemples d'opales, ce sont des opales de feu. Un affleurement avec des niveaux de chert, puisqu'il s'agit de permiens. Leur forme est souvent assez mystérieuse, comme ici. À quoi attribuer ces formes? Eh bien, c'est parce que la silice biogénique, au moment où elle va reprécipiter, va d'abord combler les cavités du sédiment. Et ces cavités sont en général liées à des terriers. Dans certains cas, comme ici, la précipitation de silice est tellement abondante que l'ensemble de la roche calcaire va être remplacé par du SiO2.
ça nous donne ce qu'on appelle une silicite massive. L'exemple que vous avez, c'est la silicite de Saint-Denis en Wallonie et elle est datée du Turonien qui est un étage du Crétacé. Voilà ce que je voulais vous dire sur les roches siliceuses. Un tout petit mot sur les roches phosphatées. En fait, beaucoup de roches sédimentaires contiennent du phosphate. Pourquoi? Parce que la fluorapatite est le constituant des dents et des ossements des vertébrés. Mais pour parler de phosphorite, il faut que le contenu en phosphate soit supérieur à 20% et il s'agit donc de roches relativement rares. Les exemples que je vous ai mis, ce sont des dents et des fragments de squelette.